si on fait un colloque sur les gosses révolutionnaires des années 60, des années 70, c'est pas, j'espère, pour une simple commémoration, mais c'est aussi pour en tirer des leçons pour l'avenir. Quand on a mis en route la grève, on avait passé toute la nuit à aller chercher des pierres au chemin de fer. On les mettait dans nos couvertures, on les portait sur le dos et on venait jusqu'au lycée. Bien sûr, on ne pouvait pas n'en porter beaucoup, mais vous imaginez le nombre de voyages qu'il a fallu faire, le nombre d'allers-retours qu'il a fallu faire. Et malgré cela, malgré cette volonté en fait de nous défendre, ce qu'on cherchait à défendre, c'était le lycée. C'était éviter que la police ne pénètre dans le lycée. On voulait vraiment tout barricader. Quand la police est venue le premier jour de la grève, et le commissaire de police a essayé de négocier avec moi pour entrer dans le lycée, soi-disant pour le protéger. Je lui ai dit qu'il n'est pas question qu'eux, ils entrent. Nous saurions protéger le lycée beaucoup mieux qu'eux. Parce que ce sont nos parents, avec leurs impôts, qui permettent à ce lycée d'exister, de fonctionner. Donc, vous reculez, nous protégerons le lycée, il n'y aura pas de souci. Il fait signe au chauffeur de car, de police, d'avancer lentement. Et quand je vois ça, je m'assois contre les roues du car de police et je demande à tous les élèves de s'asseoir. Et le commissaire de dire au chauffeur, recule, recule, narbi dafadof. On n'imaginerait pas une telle scène aujourd'hui au Sénégal. Si quelqu'un s'amusait à faire ça, il se ferait botter les fesses, mais alors de façon très. C'est dire que depuis 1968, alors que le rapport avec la police était un rapport bon enfant, les tenants du pouvoir se sont préparés à développer petit à petit la répression, une idéologie de la répression, une technique de la répression. Lorsqu'en 1968, en France, le préfet de Paris écrit une lettre pour dire qu'on ne frappe pas un manifestant à terre, que c'est manquer de respect, qu'on rappelle aujourd'hui cette lettre face aux événements qui se passent en France depuis 1 an, face à la violence avec laquelle on réprime, c'est dire le chemin qu'a réalisé la classe dominante pour maîtriser les mécanismes du pouvoir. Et si nous aujourd'hui, nous faisons ce colloque, nous participons à ce colloque, j'espère que ce sera pour tirer les leçons de cette expérience, de nos difficultés et de nos échecs. La deuxième partie de ma vie militante a été beaucoup plus heurtée, aussi bien sur le plan politique que sur le plan personnel. En 1968, j'ai mon bac, je viens à l'université de Dakar, j'habitais au pavillon A, chambre 224, couloir K même. Et il y a la grève, y compris la grève des examens, que l'Union des étudiants de Dakar, décrète. L'année suivante, je décide de partir en France. Au bout d'1 an, en France, là, je découvre les théories marxistes. Je fréquente des maoïstes, je fréquente des trotskistes, je fréquente d'autres courants. Et j'ai choisi le trotskisme. Et je milite énormément en France et je me forme énormément. J'ai des relations avec des membres de la 4e internationale, y compris avec les dirigeants de la Ligue communiste à l'époque et des dirigeants de la 4e internationale avec qui j'ai beaucoup de rapports. Et je suis tout un cycle de formation très poussé. Et je finis l'année avec une dépression nerveuse. J'étais étudiant en médecine, j'intervenais dans le milieu étudiant et lycéen, j'encadrais des formations, je militais dans une autre ville qui s'appelle Beaucaire, à 20-30 km de Nîmes, où il y avait une classe ouvrière très développée. Et je me formais, donc je vais vous dire, je dormais peut-être 2 heures, 3 heures, maximum 4 heures par jour. Le corps, à un moment donné, il ne suit plus. Je tombe malade et je reviens au Sénégal. Ma famille, bien sûr, va me chercher. Et pendant 2 ans, je me soigne. Mais dès que je commence à me réveiller de mon sommeil, je me remets à militer.
Et je commence à développer mes idées. Et je fonde une organisation qui s'appelle Avant-Garde Ouvrière. Donc cette organisation a été créée en 71 jusqu'en 72, où je repars de nouveau en France et je remilite avec la même énergie, avec la même passion. Et en 73, c'est-à-dire presque un an, je refais une deuxième dépression nerveuse et rebelote. Mes parents, ma famille viennent me chercher et je reviens au Sénégal. Pareil, je recommence à militer. Mais pendant cette période, j'ai développé, et avec les camarades que j'ai réussi à convaincre, nous avons développé une organisation, toute une stratégie. Et le choix que nous avions fait, c'est de travailler en direction des ouvriers. Et à partir du moment où même mon entourage était composé au début d'étudiants, l'objectif, c'est de travailler en direction du mouvement ouvrier. Et nous avons réussi, au bout de quelques années, à nous implanter à la SAR, la Société africaine de raffinage, à la SOTRAC, à la SECNA, au ministère des Finances, dans les banques et dans d'autres organisations, dans d'autres organismes économiques. Et nous avons intégré la CNTS et travaillé à l'intérieur de la CNTS avec pour objectif de créer à un moment donné un syndicat indépendant. De 73 à 77, à partir de 74, je me réinscris à l'université pour reprendre mes études. Bon, chaque fois je me casse la figure, chaque fois je me relève et je recontinue mes études. Je m'inscris à l'université, en philosophie cette fois-ci. Et en 77, il y a la grève de 77 qui est partie de la faculté de droit et de sciences économiques, où la principale revendication, c'était le fait de pouvoir avoir un droit à des associations indépendantes. Cette grève SM sur la faculté de lettres et sciences humaines. À un moment donné, il s'était agi de faire des piquets de grève. Parce que comme on commençait à être majoritaire, certains de nos camarades voulaient faire des piquets de grève. Moi, j'étais intervenu contre les piquets de grève en expliquant que ça risquait de faire des dissensions entre nous et des divisions. Donc j'ai proposé de faire des cercles de discussion de telle sorte que les étudiants qui choisissaient de continuer d'aller en classe après les cours puissent venir participer aux discussions. Et c'est ainsi qu'au bout de 2-3 semaines, la grève était générale au niveau des deux facultés. Elle a été suivie par... Et ensuite, c'est posé, donc elle avait commencé à se développer en pharmacie, en sciences. Et des camarades, là aussi, voulaient proposer de nouveau des piquets de grève, parce qu'il n'y avait plus que les étudiants africains ou non sénégalais qui ne participaient pas à la grève. Et là, pareil, il y a eu un meeting au pavillon A, où moi j'étais intervenu, et j'avais encore une fois proposé de ne pas faire de piquet de grève, en expliquant que souvent les étudiants africains non sénégalais étaient rappelés par leur gouvernement, souvent emprisonnés, envoyés à l'armée ou autre, et que si nous n'étions pas capables, nous en tant qu'étudiants, de nous entendre et de nous respecter et de nous protéger, demain, nous serons les futurs cadres de ce pays, nous serons au pouvoir. Comment pourrions-nous nous entendre entre nous? Si jeunes et sans intérêt, nous sommes incapables de nous entendre. Le lendemain, j'ai été arrêté à midi. À minuit, j'étais dans l'avion. J'ai eu la chance de ne pas être emprisonné, mais comme j'avais perdu ma nationalité sénégalaise suite aux événements de 68 et que je me suis retrouvé avec la nationalité libanaise, j'ai été envoyé au Liban, où je suis resté une semaine. Je suis arrivé le dimanche. Le lundi, je suis allé au consulat de France, j'ai demandé le visa pour la France. Le samedi suivant, on me l'a accordé, direction aéroport. Le Liban était en guerre civile. Je n'avais jamais mis les pieds au Liban, je ne connaissais pas le Liban. Donc je suis allé en France. Là aussi, je tiens à faire une deuxième remarque. La facilité avec laquelle j'ai pu avoir un visa pour la France.
On n'imagine pas une telle chose aujourd'hui. Toutes les difficultés du monde. Et pourtant, il y avait bien un rapport entre la police française et la police sénégalaise. Puisque j'ai fait escale à Paris pour reprendre un avion pour Beyrouth. Dès la sortie, dès l'avion, quand il a atterri, il y a eu une voix dans le micro disant « Monsieur Hachem est attendu à la sortie de l'appareil ». Donc, à la sortie de l'appareil, j'étais cueilli par 2 agents français qui étaient en civil. Ça veut dire qu'il y avait bien des rapports et ils savaient de quoi y retourner. Bien sûr, ma vie en France n'a pas été facile. Pendant 2 ans, j'avais des récépissés de 15 jours, 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, avant qu'enfin, et un permis de séjour de 6 mois renouvelable. Bon, ensuite. Donc ma vie a été heurtée sur le plan personnel, elle a été heurtée sur le plan politique. Ma vie politique au Sénégal s'achève en fait en 1978, suite à une rencontre avec le président Senghor. En tant qu'étudiant de la SF, on avait demandé à le voir, il nous a effectivement reçus. On était allé le voir au Havre, où il devait visiter un foyer de travailleurs sénégalais et maliens. Donc on a fait une délégation et il nous a fait comprendre, il nous a envoyé un émissaire disant qu'il ne pouvait pas nous recevoir, mais qu'il se promettait de nous recevoir à Paris, à son domicile. Ce qu'il a fait. Ce point aussi est important, parce que je pense que pour notre avenir, je pense qu'on devrait repenser la démocratie dans nos pays. Parce que nous partons de certains principes démocratiques qui en fait ne tiennent pas la route et n'ont jamais réellement tenu la route. Et quand on a été chez lui, il nous a reçus, il a commencé à parler. Et à un moment donné, je l'ai interrompu. J'ai dit, Monsieur le Président, si vous voulez continuer de nous parler ainsi, de façon très paternaliste, sans nous demander ce qui nous amène, ce n'est pas la peine de continuer cette discussion, autant qu'on se lève et qu'on parte. J'ai dit, pour moi, tous les êtres humains sont égaux, qu'on soit président de la République ou simple citoyen, qu'on soit ingénieur ou balayeur de la rue. Ou vous nous écoutez et on parle d'égal à égal, ou ce n'est pas la peine. Alors il me regarde longuement et il me dit, qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie? Et il s'attendait à ce que je lui sorte des idées sur la Grèce antique, sur la démocratie, qui est une démocratie exclusive, disons-le tout de suite, parce qu'elle ne concerne qu'un minimum de citoyens, les autres étant des esclaves travaillant au service de ces citoyens-là. Ça, ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Alors à ce moment, je lui explique qu'un peuple, pour moi, c'est comme un fleuve. Un fleuve, vous pêchez, vous naviguez, vous cultivez sur les bords du fleuve. Il vous donne ses richesses. Vous en profitez, vous travaillez, vous en profitez. Il arrive, à un moment donné, qu'un fleuve se mette en colère et déborde complètement de son lit. Il détruit des choses sur son passage. Je dis, le peuple, c'est pareil. Il travaille, il paye ses impôts, vous en tirez des richesses. Et à un moment donné, il se met en colère, il déborde de sa route et il écrase tout sur son passage. Et comment vous faites pour tirer le meilleur parti du fleuve? C'est vous faites un système d'irrigation, des petits barrages. Vous développez au maximum ce qu'il peut vous donner. Et quand il se met en colère, cette colère est captée par les dérivations, par les barrages. Un peuple, c'est pareil. Quand il se met en colère, c'est capté par des partis politiques, c'est capté par des syndicats, c'est capté par des associations. Et à travers ces structures-là, il va donner le meilleur de lui-même. Il va contribuer au développement de son pays et à la richesse de son pays. C'est cela la démocratie, pour moi. Juste, je termine en 1 minute. 15 jours plus tard, 3 semaines, j'ai reçu chez moi une délégation disant que le président avait été très sensible à ce que j'avais dit
mais qu'il me demandait de ne pas rentrer au Sénégal et qu'il y aura des changements au Sénégal. Quelque temps après, c'est vrai qu'il y a eu la généralisation de l'ouverture démocratique. Après, il a démissionné, ainsi de suite. Je n'avais pris aucun engagement, mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai un contrat tacite, je vais respecter ma part de contrat. Et je ne suis plus retourné au Sénégal. Et j'ai été absent pendant 20 ans où je n'ai pas mis les pieds ici. Puis pendant 20 autres années où je suis venu uniquement en vacances. Là, j'ai pris ma retraite et je suis rentré au pays. Le Sénégal étant ma sève, privé de cette sève, j'ai cessé de militer. Voilà. Je m'appelle Mamadou Wan Dumao. Je suis un des membres fondateurs du MJML, du mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste, qui fut pratiquement le premier mouvement maoïste au Sénégal, post-68 en fait. Non, moi je trouve que le colloque il est venu à son heure, parce que pour moi, ce colloque c'est un processus de documentation sur les gauches révolutionnaires, dans une certaine mesure, principalement du Sénégal. Pour moi, c'était très important. Cette matinée, j'ai entendu des porteurs d'expérience de façon plurielle, venant du pays, venant également, disons, du mouvement qui a précédé André Dieuf, de la LD. Et moi, je pense qu'on a entendu aussi des témoignages de femmes, des vécus révolutionnaires à travers des histoires de vie. Moi, je pense que c'était très intéressant et que ça vient combler aussi ce qui nous manque. On ne documente pas assez les processus. Et à travers aussi les histoires de certains de nos camarades qui ont été emprisonnés, je pense que ça nous montre qu'il y a un travail de mémoire à faire sur la répression des révolutionnaires à l'époque, disons un peu la fin de la loi cadre 57, 58, 59 et la période de l'indépendance avec la dissolution du pays et la naissance jusqu'à mai 68 et la naissance du nouveau mouvement révolutionnaire au Sénégal. Il y a eu quand même des répressions, des tortures, il y a eu des procès et je pense qu'on n'a pas assez fait la mémoire de cela pour montrer quand même la nature répressive du régime de Senghor. Quand même, parce qu'il y a, à mon avis, dans les perceptions, ce régime Senghor est toujours perçu, et ça c'est vraiment la propagande française. Il est perçu comme étant quelqu'un de clean sur le plan politique. Or, les pires atrocités, les pires répressions qu'il y a eu sur le mouvement révolutionnaire, c'est cette période-là. La période de 1960 jusqu'à son départ, pratiquement. Et après, il y a eu le relais avec le régime d'Abdou Diouf, etc. Donc, il faut faire cette mémoire sur la répression du mouvement révolutionnaire, etc. Il faut aussi faire la mémoire sur l'histoire du mouvement révolutionnaire post-68. C'est extrêmement important. Bon, j'ai écouté tout à l'heure, il y a eu des expériences qui ont parlé de Reine Réumi, Kharebi, Ndeyef. Mais avant ça, le premier mouvement, à mon avis, qui est extrêmement important, originel du mouvement maoïste, ça a été le mouvement de la jeunesse marxiste-léniniste. Et je pense qu'après ce colloque-là, il faut que nous aussi qu'on fasse un colloque national sur la gauche révolutionnaire au Sénégal. Le pays n'est pas tombé comme ça du ciel. C'est tout un processus politique qui a abouti à la création de ce parti. Ce parti, je dis, n'est pas le premier parti de la gauche, ni africaine, ni sénégalaise. Au contraire, c'est un parti héritier de partis précurseurs, justement, dans la vie politique
africaine. J'ai dit ce matin que, en fait, le PAI est né de l'initiative d'un certain nombre de militants de l'UDS que Senghor combattait et avait fait une note aux militants de l'UDS parce que les remaniements, les élections des responsables étaient en cours pour demander à ce que ses camarades fassent tout pour que ces gens-là ne soient pas élus. Parce que c'est des gens qui parlaient déjà d'indépendance, étant militants d'organisations de jeunesse d'Afrique, notamment de la FEAF aussi, qui posaient déjà le problème de l'indépendance des pays africains. C'est face à des situations comme ça et d'autres, effectivement, et qui se sont mis à analyser la situation et ont produit ce qu'on appelle le manifeste du PAI qu'ils ont diffusé le 15 septembre 1957. Et ont convoqué une assemblée générale constitutive du PAI pour le 17 septembre. Quand ça a été fait, il y a eu une première déclaration sous forme de tract qui annonçait la naissance du parti, ses objectifs et les moyens de lutte. Je me suis trouvé là, comme par hasard, parce que mon frère de lait était le secrétaire général du RJDS à Thiès et qui gérait la maison des jeunes, je crois qu'on l'appelait, ou foyer des jeunes. Donc, les réunions se tenaient souvent chez nous ou chez Félicia Bass Ndiaye, qui était pharmacienne à Thiès. Et ce groupe-là a justement mis en branle un processus de diffusion de leurs idées. Ils organisaient des conférences publiques presque hebdomadairement à Thiès, notamment à Dakar, à Kaolack, à Saint-Louis. C'est ainsi que a commencé donc la naissance, le processus de la création du parti. Et je le dis, Majmoud Diop a été signalé à ces gens-là comme étant une machine à conférence qui est là, venant des pays de l'Est et qui connaît bien. Évidemment, il était déjà connu parce qu'il était en France étudiant et il avait écrit dans le journal de la FEANF une seule issue, l'indépendance. Abdoulaye Wade avait écrit sur l'aspect économique. Mais ça s'était arrêté là. Maj est parti de France vers la Bulgarie. Il a été faire pharmacie. Ensuite, il est rentré au Sénégal. Et tout ce processus, je le donne sur la base de documents dans le prochain livre qui est en édition. Alors, le PAI, au moment où il naissait, il est né fédéral d'abord, mais c'était aussi un moment de bouillonnement politique en Afrique, notamment au Sénégal. Le camarade a parlé de la grève des cheminots de 1947, mais il y avait aussi justement la bagarre politique entre l'UDS et d'autres formations, etc., qui ont abouti d'ailleurs au BPS. Voilà, c'était un moment où l'université de Dakar, qui était la seule université de l'AF, justement, renfermait des étudiants de presque tous les territoires d'Afrique. Et c'était un lieu de bouillonnement politique, puisque justement, les étudiants africains s'organisaient par rapport à tout ce qui est fait comme avantage aux Français, qui avaient leur association propre.
Tout cela, je ramène tout ça avec des documents d'archives, etc., que vous verrez. Alors, ceci étant dit, comme le temps ne me le permet pas, je vais demander à présenter ce qui est justement de la vérité des événements de Saint-Louis qui ont été le prétexte de la dissolution du parti. C'était d'abord un parti qui, dès sa naissance, était devenu un parti de masse. C'était la mode de dire « je suis PAI ». C'était la mode. C'est peut-être en voulant devenir parti d'avant-garde que le PAI a connu des problèmes, justement. Alors, déjà, de 57 à 60, comme dit Bathily, le PAI a connu donc la période de la légalité, mais c'était aussi la période de la splendeur, en quelque sorte, du PAI. La période véritablement héroïque où, en quelque temps, ce parti va bousculer tous les partis politiques traditionnels. Il va s'affirmer sur l'échiquier politique, non seulement au Sénégal, mais sur l'échiquier politique africain avec une inégale opportunité. Et le professeur Cheikh Fati Faye, un camarade aussi, nous rapporte que l'état-major militaire français au Sénégal, justement, menait des enquêtes sur les partis politiques, établissait des fiches. Et je vous lis ce qu'il a écrit sur le PAI. Selon le rapport de l'état-major d'AOF, qui, dans la partie renseignements sur les partis politiques, note pour le PAI, les effectifs sont estimés pour le PAI dans la presqu'île du Cap-Vert à 4000. C'est la fiche numéro 42, août 59, page 2. Au plan de la presse, la même source dit que le PAI dispose d'un organe central intitulé La Lutte, tirant à 4000 exemplaires et dont 1800 sont vendus à Dakar. La Lutte a été publiée le 12 octobre 1957. Et soit un mois après la création du parti et la publication du manifeste. La section territoriale du Sénégal du PAI intervient elle aussi dans le cadre de la presse dakaroise par un organe intitulé Mom Sereo, né le 13 février 1958 et tirant à 1000 exemplaires d'après l'état-major. Par contre, le journal lui-même annonce qu'il tire à 2000 exemplaires pendant ces 6 premiers mois. Alors, je signale que le PAI a développé justement une presse variée, tant en période légale que dans celle de la clandestinité. La Lutte, par exemple, était exclusivement éditée par l'imprimerie Diop, qui était à Rebeuss, qui appartenait à un monsieur qu'on appelait Grand Diop, un patriote, qui disposait de beaucoup de cars rapides et qui mobilisait tout cela justement pour transporter les populations dans les manifestations du pays. Bon, il faisait payer 25 francs l'unité, la Lutte, pendant que pour les autres, il demandait 50 francs ou 75 francs. Cela a fait mal au rédacteur du journal Les Échos d'Afrique, Maurice Voisin, qu'on appelait Petit Jules, et qui a écrit dans ses colonnes pour se plaindre contre cet imprimeur et demander au gouverneur de sévir. Pour vous dire à peu près ce qu'était la tension à l'époque. Alors, je pense que donc, comme beaucoup parlent du PAI sans vraiment savoir ce qu'il en est, sans dire non plus la vérité, mais il est utile justement que nous, témoins ou acteurs, que nous puissions en parler pour que les historiens, dont c'est leur métier, puissent au moins faire des recherches et donner la vérité sur cette séquence de lutte de nos peuples.
il faut le souligner de manière très claire, et je crois qu'un de nos dévanciers, notamment Madické Wade, dans son ouvrage a dit « Ceux-là qui se sont battus pour l'indépendance ne sont pas ceux-là qui ont obtenu l'indépendance ». Il faut que ça soit clair pour la jeune génération, qu'on comprenne qu'en 1960, c'est la stratégie impérialiste qui change. On donne le pouvoir à un certain nombre. D'ailleurs, c'est ce que Sembène appelle les nègres latins, nègres grecs, nègres civilisés. Voilà comment Sembène les raillait. Les tentatives de recours à des pratiques socialistes avaient été énoncées par le président du Conseil Mamadou Dia, notamment la présence des coopératives en milieu rural, la lutte contre les inégalités dans le milieu scolaire, un certain nombre de mesures qui vont être tout de suite récupérées par le système dominant, avec ce qui va se passer un peu plus tard, parce qu'il y a eu des turbulences, et en 1962, la lutte entre le président Senghor et le président du Conseil va aboutir à l'arrestation du président Mamadou Dia. Les Mamadou Dia ont fait plus de 10 ans, et d'autres encore. Tout à l'heure, ce matin, quelqu'un a parlé du doyen Charles Gueye. Voilà des personnes qui ont connu une dizaine d'années de prison et qui sont restés entiers dans leur engagement. Donc en 1960, il s'est produit un événement extrêmement grave, c'est la dissolution du PAI. On ne parlera jamais suffisamment de cela. Il y a eu des élections à Saint-Louis, c'était les élections municipales. Mon camarade Thierno en a parlé ce matin. Thierno était mon camarade de cercle en 1970-71. Nous étions dans le même cercle à Thiers. De chercher à appartenir à ce mouvement de gauche. Et donc la clandestinité est déjà là. Certaines personnes, notamment les étudiants, avaient créé des mouvements. Les étudiants, la jeunesse estudiantine de Thiès. Et c'est par ce créneau-là que certains camarades et moi ont pu adhérer au PAI. Adhérer au PAI, ça veut dire que vous étiez dans la clandestinité. Donc, il n'était pas question d'avoir un récépissé d'adhésion. Il n'était pas question de vouloir s'afficher comme étant un PAI. La clandestinité avait ses exigences. Et en tant qu'élève aussi, nous avions nos limites. Mais grâce à certains camarades, je pense notamment à Feu Babacar Sine, étudiant à Grenoble à l'époque, et philosophe de formation, parce qu'il y avait déjà terminé sa licence de philosophie, c'est grâce à ces gens-là que nous autres, dans les cellules, on les appelait les noyaux, que nous avions pu, au début des années 60, nous familiariser un temps soit peu avec le marxisme. Et lorsque nous avions, c'était en 62, 63, nous étions en classe de 3e, 62, et arrivés à l'université, nous étions déjà dans le parti. Mais le parti était cloisonné de telle sorte que vous ne pouviez pas, sauf si vous appartenez au même noyau, ou en tout cas à que vous disposiez de certaines informations, vous pouvez savoir que tel et tel appartiennent au pays. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on nous a demandé d'appartenir au cercle dirigeant. Notamment ici, dans le campus, il y avait le CA de l'UDES. L'UDES était l'Union démocratique des étudiants sénégalais. Il y avait l'Union des étudiants de Dakar, qui était l'Union supranationale, qui regroupait les unions nationales. Parce qu'il y avait l'ASMD, les Maliens, il y avait les Voltaïques, qu'on appelle maintenant Burkinabés, il y avait les Dahoméens, qu'on appelle maintenant Béninois. Et l'UED a été dirigé par Samba Baldé en 68, qui est mort en 69 malheureusement, et celui qui est devenu le dirigeant de l'UED après Samba Baldé, c'était Yatassaye, un Malien. Et
je ne sais pas si c'est le coup du hasard, tous ces gens-là étaient des étudiants en médecine. Celui qui a remplacé Yatassaye, Gad Godonou, était béninois, était aussi étudiant en médecine. Contrairement, ce n'est pas une pierre que je jette à nos étudiants, mais en tout cas, le français était plus limpide. Alors donc, quand nous arrivions ici dans le campus, nous intégrions les noyaux d'étudiants. Et on nous demandait d'aller vers tel noyau et tel noyau parce que nous recevions des directives de l'organisation centrale. Et il fallait que l'on soit dans le cercle dirigeant, dans le CA, le conseil d'administration de l'UDES, et certains d'entre nous étaient cooptés pour aller à la tête de l'organisation qui est l'UDES. Et vous savez, il y a eu 68. Et contrairement aux idées reçues, et que, contrairement à ce que le gouvernement de Senghor a bien voulu faire comprendre aux gens, que le mouvement 68 était un avatar, à Dakar, était un avatar du mouvement 68 français, que nous étions des suivistes. Ce qui est absolument faux, parce que ce que les gens ne retiennent pas ou ne savent pas, c'est que 68 à Dakar, en mars déjà, les étudiants étaient en ordre de bataille. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait décidé de fractionner les bourses. Au lieu d'une bourse entière que les étudiants avaient, dès qu'ils entraient à l'université, le gouvernement a décidé de fractionner les bourses. Le nombre d'étudiants croissait. Le gouvernement ne pouvait pas et n'avait pas entrepris de construire des pavillons pour les étudiants, pour pouvoir contenir cette masse-là. Parce que le bac, la première partie du bac avait été supprimée, donc le bac était un examen unique. Le gouvernement, ne pouvant pas faire face à ce flot d'étudiants, a décidé donc de demander aux étudiants d'être à 2 et plus tard même à 3 dans les chambres. Ce que les étudiants, naturellement, ne pouvaient pas accepter. C'est ça qui a été à l'origine du mouvement de 68 à Dakar. Donc ça n'avait rien à voir avec le mouvement de mai 68 en France, contrairement aux idées reçues. Et le gouvernement avait beau jeu d'essayer d'appuyer sur ça pour discréditer le mouvement. Alors, il y a eu, bien entendu, ce n'était pas un mouvement étudiant de façon isolée. Il y a, bien entendu, le mouvement des travailleurs. Et cette jonction a pu faire reculer le gouvernement sur un certain nombre de choses. Puis, il y a eu 69. 69, ce n'était pas un mouvement étudiant en particulier. Parce que ce sont les élèves de l'école nationale des cadres ruraux Bambey qui avaient des problèmes spécifiques et qui ont décidé d'aller en grève. Nous autres, en avril 1969, nous les avons soutenus. Et avril 1969, nous avions décrété une grève générale illimitée. Ce qui était, et nous l'avons reconnu, une erreur. Parce que les problèmes n'étaient pas les nôtres. Nous étions simplement un mouvement de soutien. Et il se trouvait que les étudiants de l'ENCR, les cadres, sont rentrés dans le rang. C'est-à-dire ils ont suspendu le mode de grève et nous avons continué la grève. Nous y avions greffé, bien sûr, des problèmes qui nous étaient particuliers. Mais ce n'était pas vraiment quelque chose qui a été très bien préparé. Et finalement, le mouvement s'est terminé en queue de poisson.